Bonjour. Bonjour à tous. Ça y est, les personnes commencent à arriver. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour. Bonjour à tous. Je n'ai aucun son bien à vérifier de votre côté, Fabien. Est-ce que peut-être si certaines peuvent dire dans le chat s'ils nous entendent bien? Oui, c'est bon, j'ai vu Vanessa, bon son, le son est bon. Parfait, Donc, merci beaucoup. on nous entend bien, c'est parfait. Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Parfait. Visiblement, vous nous entendez bien. Écoutez, il est 11h01. Chez Stoic, on a une habitude, c'est de commencer toutes nos réunions à 01. On se laisse une minute. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer. Écoutez, bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire sur lequel nous allons essayer de vous aider à répondre aux objections les plus fréquentes, les objections que vous entendez ou que vous ne souhaitez pas entendre de la part de vos clients. Voilà, donc n'hésitez pas à nous poser vraiment toutes vos questions. On est vraiment là pour y répondre. J'ai juste alors une petite information à vous donner concernant les attestations DDA. Elles vous seront communiquées à la fin du webinaire, mais il faut rester connecté jusqu'au bout. Voilà. Écoutez, je vous propose de faire une présentation de vos speakers du jour. Moi, je suis Marine Saint-Martory, je suis responsable développement courtage chez Stoic pour la région sud-ouest, donc Nouvelle-Aquitaine et une grosse partie de l'Occitanie. Et donc, j'ai rejoint Stoic il y a maintenant 3 ans. Donc, j'ai vu la belle évolution de Stoic qui a bien changé depuis les débuts. Et je suis accompagnée de Thibaut. Merci Marine. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Thibaut Franpa, je travaille chez Stoic en tant qu'expert cyber ou consultant en risque cyber. Mon métier, en fait, est d'accompagner des dirigeants d'entreprises face à ce risque, et notamment pour cela, bien comprendre leurs activités, pour voir en fait à quel niveau les risques cyber pourraient affecter leurs entreprises et leurs opérations quotidiennes. Sur l'agenda de cette heure que nous allons passer ensemble, je vous propose de revenir sur Stoic, puisque pas mal de choses ont évolué. Et ensuite, on rentrera directement dans le vif du sujet des objections les plus fréquentes que vous pouvez rencontrer au quotidien avec vos clients. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Vous avez en bas à droite un petit onglet questions. C'est mieux pour nous que vous puissiez les poser ici parce que sur certaines, on peut vous répondre en direct. S'il y en a dans le chat, bien sûr, on les prendra. Écoutez, c'est parti. Donc, où en est l'aventure Stoic aujourd'hui? Aujourd'hui, Stoic, c'est 150 collaborateurs, 2 tiers issus du monde de la tech, de la cyber, et 1 tiers issus du monde de l'assurance. On est aujourd'hui présent dans 6 pays, donc en France, en Allemagne, en Autriche, en Espagne, au Luxembourg et en Belgique, suite au rachat en fin d'année dernière du MGA Cybercontract. Et nous sommes soutenus par des partenaires d'envergure qui sont les mêmes depuis le début de chez Stoic, ce qui nous permet d'avoir une belle stabilité. Et dans ces partenaires, nous avons Tokyo Marine HCC,
qui est le 5e plus gros réassureur mondial en cyber, Munich Re, qui est un acteur historique en réassurance cyber, et Swiss Re, qu'on ne présente plus aujourd'hui. Notre mission chez Stoic, elle est à la fois simple mais ambitieuse. Notre mission est de devenir le CISO de l'Europe, le RSSI de l'Europe, et donc d'assurer la résilience cyber de notre tissu économique grâce à un modèle alimenté par l'IA, combinant assurance cyber, prévention active des risques et équipe interne de réponse aux incidents qu'on présentera un petit peu plus tard, qu'on représentera plutôt un petit peu plus tard dans ce webinaire. L'approche stoïque, c'est une approche à 360. Et ce qu'on remarque, c'est que la première étape d'une protection cyber efficace, c'est l'assurance active. Historiquement, chez Stoic, elle combine 3 piliers que vous connaissez, mais c'est cette plateforme de prévention qui est Stoic Protect, qui est proposée gratuitement à l'ensemble de nos assurés pour permettre à chaque assuré d'identifier et de corriger les vulnérabilités en amont. Ensuite, je passe volontairement au 3e pilier, qui est l'assistance. Donc, l'assistance, vous avez un accès, les assurés ont un accès en 24/7 à notre CERT, à notre équipe de réponse aux incidents internalisée. Et enfin, le pilier en bas à gauche, le pilier 4, qui est le contrat d'assurance et qui vient indemniser les préjudices financiers que les assurés pourraient être amenés à subir. Mais dans un contexte où les attaques en fait évoluent très vite, ces premières étapes ne suffisent plus. Il manquait une brique entre la prévention et l'assistance. Et cette brique, c'est la détection. C'est pourquoi, aujourd'hui, chez Stoic, nous proposons des services managés, 2 services managés, Stoic MDR, pour répondre au risque de ransomware, qui est aujourd'hui l'attaque aux conséquences les plus lourdes pour les entreprises, et Stoic Email Security pour lutter contre la fraude par mail, qui est aujourd'hui la menace la plus courante. Ce qu'on observe chez Stoic, et vous pourrez retrouver ces informations dans notre rapport de sinistralité, c'est que 50% des sinistres aujourd'hui qu'on a gérés sont de la fraude. Et dans plus de 98%, ça implique une boîte mail. Voilà pourquoi on a développé cet outil. À chaque fois, ce sont 2 technologies qui sont combinées à de l'action humaine, et cette action humaine est faite par nos équipes de réponse aux incidents. Donc, on a pour habitude de dire que c'est les 5e et 6e outils après ceux fournis dans la plateforme Protect gratuitement. D'un point de vue assurantiel, ce que déjà il faut bien avoir en tête, c'est que nous, Stoic, nous allons venir assurer l'intégralité du système informatique de nos assurés. C'est-à-dire qu'on va réfléchir à la fois et couvrir à la fois les éléments internes. Typiquement, si nos assurés ont une infrastructure locale avec des serveurs qui sont hébergés chez eux, et puis l'ensemble des éléments externes, si au contraire, ils ont une infrastructure en mode cloud, hébergée chez un prestataire ou directement chez l'un des grands clouds disponibles. Et également l'ensemble des autres éléments externes, type une messagerie et potentiellement des outils en mode SaaS, ce qu'on retrouve de plus en plus fréquemment. Hein. Nos assurés peuvent avoir l'utilisation d'outils informatiques pour piloter, gérer leur activité et qui est du coup hébergé directement chez le fournisseur. L'ensemble de ces éléments seront inclus dans le périmètre assuré. Et ce que nous couvrons chez Stoic, ce ne sont pas que les cyberattaques. Hein. Il y a plusieurs déclencheurs de garantie. Alors, pour le coup, le premier, c'est une atteinte malveillante, hein, c'est une cyberattaque, avec un attaquant qui profite d'une faille de vulnérabilité ou alors d'une campagne de phishing, par exemple, donc d'hameçonnage, pour réussir à pénétrer un système d'information, ce qui peut générer derrière une perte de disponibilité ou une perte d'intégrité de celui-ci,
et in fine, pour nos assurés, hein, l'impossibilité de poursuivre leur activité suite à cette attaque. Le second cas de figure, c'est la malveillance interne. Alors évidemment, on espère que ça n'arrive jamais, mais imaginez chez l'un de nos assurés un collaborateur qui déciderait de quitter l'organisation avec une fin de collaboration qui se terminerait mal. Le collaborateur déciderait intentionnellement de faire fuiter des informations, d'endommager le système informatique. Ça ouvre également la voie au dédommagement par l'assurance. Le troisième cas, c'est l'erreur humaine. Ici, en fait, ce serait toute erreur commise, alors, soit par un collaborateur de l'assuré, soit par un prestataire. Hein, nombreux sont ceux accompagnés par un prestataire IT. Une erreur commise par l'un de ces individus dans le cadre de l'utilisation, l'entretien, la mise à jour, le paramétrage du système informatique. Et cette erreur pourrait commettre, ou plutôt générer, soit une perte de disponibilité, soit une faille qu'un attaquant pourrait cette fois-ci utiliser pour chercher à s'introduire. Et enfin, le dernier cas, l'ingénierie sociale, cette notion de fraude finalement, hein, toute requête avec un attaquant qui se fait passer pour quelqu'un d'autre afin de soutirer in fine des informations, de la donnée, de l'argent ou des marchandises. Je pense notamment à tout ce qui peut être fraude au président ou arnaque au Forib. Ça, ce sont des événements, hein, que nos assurés et de manière générale les organisations rencontrent quasi de manière quotidienne et sur lesquels nous pouvons également les couvrir et les protéger. Ah, Marine nous a... Pardon. Concernant les garanties du contrat, avant de passer aux garanties pures, je voudrais revenir sur quelques spécificités de Stoic qui sont pour moi primordiales. La première spécificité, c'est l'assistance garantie. C'est aujourd'hui vraiment quelque chose où on est les seuls à faire sur le marché. On peut le faire grâce à notre équipe de réponse aux incidents qui est internalisée. Il se peut, lors d'un incident, qu'on se rende compte que certains prérequis ne sont pas respectés, notamment le prérequis des sauvegardes. Aujourd'hui, on demande des sauvegardes robustes et le jour de l'incident, voilà, on s'aperçoit que ces sauvegardes ne sont pas comme demandé dans la police d'assurance Stoic. Chez tous les autres assureurs, il y aura une déchéance de garantie. Chez Stoic, l'équipe de réponse aux incidents vous assistera quoi qu'il arrive. C'est une assistance qui est garantie. Elle assistera l'assuré et le fera repartir quoi qu'il arrive, même si par malheur, un prérequis n'était pas respecté. Ça, c'est très important et c'est très... ça vous apporte vraiment du confort dans la relation avec vos clients parce qu'on ne laissera jamais un assuré sans assistance. Ensuite, on a parlé des outils de prévention. Ces outils de prévention, si vos clients les mettent en place, bien sûr, je parle des outils qui sont appropriés à leur système, au système d'information de l'assuré, on aura une réduction de 25% sur la franchise. Donc ça, ce sont deux sujets assez importants que je voulais mettre en avant. Concernant les garanties, on va retrouver les trois piliers historiques et les trois piliers classiques d'un contrat d'assurance cyber. On va retrouver l'assistance et la gestion de crise. Donc, on inclut à l'intérieur la réponse aux incidents, l'assistance juridique en cas d'une fuite de données, par exemple, communication de crise, que ce soit en interne, mais aussi en externe. On passe souvent à l'externe, mais l'interne, c'est aussi très important de pouvoir communiquer. La remédiation, bien sûr, et la récupération des données et l'amélioration du niveau de sécurité du système informatique post-incident. Si on passe maintenant sur le volet responsabilité civile, on va retrouver la responsabilité civile liée à une fuite de données où on va venir indemniser les dommages, les dommages et intérêts qui pourraient être réclamés par une personne dont la donnée a fuité, la RC média, la RC transmission de virus. L'assuré est attaqué via une passerelle, l'attaquant se propage chez ses clients ou chez ses fournisseurs qui se retournent ensuite contre l'assuré. Ce sera la responsabilité civile de transmission de virus qui viendra jouer. Et ensuite, la RC aux faux ordres de paiement.
Concernant les dommages et pertes, on va retrouver la garantie principale qui est la perte d'exploitation. Je rappelle que sur un sinistre cyber, 80% de l'indemnisation porte sur la perte d'exploitation. Les frais supplémentaires, paiement de la rançon. Bien sûr, on n'est pas promoteur du paiement de la rançon, mais on se laisse la possibilité de le faire si besoin. Frais de notification en cas de fuite de données, frais de monitoring et de surveillance, toujours en cas de fuite de données. Et ensuite, j'aimerais revenir sur une garantie qu'on est vraiment, qu'on a, qui est assez complète, c'est la garantie cyberfraude. Cette cyberfraude, qui est, je le rappelle, limitée à 10% de la limite choisie, mais cette cyberfraude, elle inclut la cyberfraude via une atteinte malveillante, hein, c'est ce qu'on connaît le plus, mais également via usurpation d'identité. On parlait tout à l'heure d'ingénierie sociale, de fraude au président. C'est bien inclus dans notre garantie cyberfraude. Et enfin, en cas de sinistre, on peut également venir remplacer le matériel informatique qui a été entre guillemets abîmé, que ce soit le software, donc tout ce qui est logiciel, mais aussi le hardware, tout ce qui est matériel informatique physique. Thibaut, je te laisse la main sur… Merci Marine. Alors, sur l'accompagnement stoïque, donc on retrouve vraiment cette notion d'alignement des intérêts que Marine vous a présenté. Notre but en tant qu'assureur, ça va être de limiter au maximum l'exposition au risque de nos assurés, travailler avec eux en amont. Et pour cela, ça passe notamment par notre plateforme Stoic Protect, que l'on met à disposition de l'ensemble de nos assurés, sans surcoût, c'est-à-dire que son accès est inclus avec la prime d'assurance, et également sans obligation. C'est-à-dire que demain, un assuré stoïque n'utilise pas notre plateforme, est sinistré, il n'y a pas de déchéance de garantie. Sur cette plateforme, on va retrouver plusieurs outils, des scans, notamment un scan externe. Donc ça, c'est un outil qui a été développé par les équipes de Stoic. C'est une sorte de radar, finalement, que l'on viendra faire tourner sur l'ensemble des ressources numériques publiques de nos assurés, c'est-à-dire sur leur nom de domaine, c'est-à-dire leur site internet et leurs adresses IP, afin de vérifier qu'il n'y ait pas soit des éléments publiquement exposés, soit des failles qu'un attaquant pourrait utiliser pour chercher à s'introduire. Le scan tourne automatiquement tous les 7 jours, et si on détecte des failles, on les fait remonter sur notre plateforme à nos assurés pour qu'ils puissent prendre les mesures de correction le plus rapidement possible. Nous avons également 2 scans, cette fois-ci internes, un scan d'Active Directory. L'Active Directory, c'est au sein d'un serveur interne, donc hébergé en local, l'outil qui va permettre en fait de piloter l'ensemble des droits utilisateurs et administrateurs. Ce que l'on va chercher à vérifier, finalement, c'est qu'un attaquant qui pénètre le système informatique de notre assuré n'ait pas la possibilité d'élever lui-même son niveau de privilège, c'est-à-dire de devenir administrateur, ce qui aurait des répercussions extrêmement graves. Il pourrait alors à ce moment-là forcer l'installation de rançongiciels ou de logiciels espions, prendre le contrôle de l'ensemble des postes. Donc le but de cet outil, c'est bien évidemment d'empêcher que cela n'arrive. Pour nos assurés ayant plutôt, eux, une infrastructure cloud ou hybride, on va, avec notre scan de service cloud, être en mesure, toutes les 24 heures, d'obtenir la liste complète des comptes y ayant accès, ce qui peut nous permettre de vérifier, par exemple, qu'on n'est pas un attaquant potentiellement en veille et qui n'attend que le mauvais moment pour s'activer. Et également, ça nous permet d'obtenir la liste complète des comptes ayant, par exemple, activé ou désactivé l'authentification à double facteur, qui est une méthode simple à mettre en place et permettant de limiter au maximum le risque sur ce type d'environnement. Donc ça, il s'agit d'outils permettant de limiter le risque technologique. Nous avons également un outil permettant de limiter le risque humain, un outil de sensibilisation et d'entraînement des collaborateurs au phishing, donc à l'hameçonnage.
C'est vraiment un vecteur de risque très important pour les organisations aujourd'hui. Un collaborateur qui cliquerait sur un lien malveillant, ce qui permettrait en fait de donner une porte d'accès au système informatique à un attaquant. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va donner la possibilité à nos assurés d'envoyer des mails de test à leurs collaborateurs. Ce sont des mails prenant des logos d'organisations bien connues, par exemple de Google ou du service des impôts, et invitant les collaborateurs à cliquer sur un lien et à fournir des informations. Le but étant évidemment de ne pas le faire et d'apprendre à avoir le bon réflexe en cas de sollicitation non demandée par mail. Le but de cette plateforme est vraiment de limiter au maximum l'exposition au risque de nos assurés. On estime que pour ceux qui utilisent l'intégralité des outils mis à leur disposition, c'est une sinistralité réduite de 50%. Donc effectivement, un impact fort au démarrage. On avait une question, Thibaut, concernant, j'en profite tant qu'on est sur les outils, parce qu'on ne va pas parler on va pas trop parler des outils de détection. Mathieu nous demande si les outils de détection sont souverains. Ce qu'on peut dire, c'est que sur l'EDR qu'on utilise, non, c'est une technologie américaine. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce sont vraiment les leaders sur le marché à date. Par contre, l'EDR est managé par nos équipes de réponse aux incidents. Et en ce qui concerne, donc là, on est en train de travailler pour avoir une solution européenne, mais avec une efficacité tout aussi équivalente à ce qu'on a aujourd'hui. Et concernant Email Security, c'est un développement qui a été fait en interne. Donc là, pour le coup, oui, on est sur une solution souveraine. Oui, Marine, je vois également une deuxième demande. Comment mettre le client en amont de la souscription en contact avec vous? Je ne suis pas informaticien et cette conversation pour moi est compliquée. Merci de l'avoir posée. Vous aurez effectivement, donc Marine vous présentera, la possibilité de réserver des créneaux d'échange avec des salariés stoïques pour notamment aiguiller vos clients, les futurs assurés dans ce processus. Un rapide focus sur notre équipe de réponse aux incidents. Je pense qu'il y en a certains que vous connaissez et avec qui vous avez déjà échangé. Ces analystes, aujourd'hui, l'équipe est composée de 20 personnes. Ces équipes sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On le répète, mais c'est vraiment la grande force de cette équipe-là, d'intervenir très rapidement et de façon très efficace en moins de 3 minutes. On remarque également que plus de quasiment 80% de nos assurés relancent leur activité en moins de 5 jours. Et ensuite, vraiment, on a cet accompagnement de proximité qui va venir pendant l'incident, mais aussi pendant la période qui suit, où les clients sont très contents d'avoir cet appui-là. L'équipe est vraiment senior. Ils viennent tous d'un des plus gros cabinets spécialisés en cyber, qui est Wavestone. Ils ont géré les plus grosses crises de ces 10 dernières années sur des entreprises du CAC 40. Donc, on a vraiment une équipe senior et qui est vraiment bien, qui est très staffée. Et ça, c'est la grande force de Stoic. Si on avance un petit peu plus sur cette équipe et pour finir, elle est reconnue, son expertise est reconnue à l'échelle mondiale puisqu'elle a de nombreuses certifications. Sur l'année 2025, l'équipe a géré plus de 700 sinistres sur l'ensemble de nos assurés, ce qui commence à faire vraiment un volume très important de sinistres gérés. Et ensuite, cette équipe est aussi membre de l'Intercert France qui regroupe le CERT des plus grosses entreprises françaises. Et du FIRST, qui est la même chose, mais au niveau international, ce qui fait que ces équipes, en fait, se retrouvent et échangent sur la menace cyber. Et cette association est un réel soutien et une véritable aide
pour le milieu de la cybersécurité et les membres de cette Intercert France. Je me permets juste, Marine, je vois une demande concernant en fait les montants de garantie à prévoir pour les clients. On reviendra vers vous à la fin de ce webinaire, hein. Vous aurez un moment d'échange dédié là-dessus, notamment, comme je vous disais, la possibilité de réserver des créneaux avec des experts stoïques qui peuvent effectivement aiguiller alors, vous dans un premier temps et également les assurés potentiels sur les montants de garantie à prévoir en fonction finalement de leur secteur d'activité qui est effectivement qui peut beaucoup faire varier les typologies de risques auxquels ils feront face. Tout à fait. Et pour compléter sur la question, tout ce qui est lié à du vol de données, aujourd'hui, on a très peu de réclamations sur du vol ou sur de la fuite de données. Ça viendra peut-être, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça représente sur un sinistre cyber 5% de l'indemnisation, donc c'est très peu. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, les objections les plus fréquentes. Et je laisse à Thibaut. Merci Marine, je vais commencer par la première. Alors, une objection que vous pouvez recevoir régulièrement de la part d'assurés potentiels, c'est « je ne suis pas concerné, voyez cela avec mon responsable informatique ». Donc, très probablement une objection formulée par un dirigeant. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'effectivement, même s'il s'agit d'un risque cyber, donc informatique, les répercussions, elles, sont pour la globalité de l'entreprise. Effectivement, une cyberattaque ou l'un des déclencheurs de garantie que nous avons vu précédemment aura un impact sur les finances, les opérations, la réputation de la société notamment. L'ensemble de ces éléments qui finalement ne dépendent pas que du responsable informatique, mais bien de l'intégralité des membres d'un comité de direction. Effectivement, le dirigeant ou alors la direction financière sont en première ligne en cas de gestion de crise. Effectivement, on aura besoin d'eux à chaque moment pour activer par exemple l'assurance, gérer la gestion, la communication de la crise, prendre les mesures qui s'imposent. Et tous ces éléments répondent effectivement de la direction financière et de la direction générale. Finalement, une bonne stratégie d'un point de vue cyber pour lutter contre les risques, c'est un alignement des intérêts entre la direction informatique, le reste du comité de direction et puis l'assurance. Il faut effectivement mettre en marche ces différentes personnes, ces différentes fonctions pour bien avancer ensemble dans les moments les plus critiques. Deuxième objection, en quoi est-ce qu'une attaque affecterait la vie de mon entreprise? Ce que je vous propose sur cette objection-là, c'est de l'aborder sous deux angles. Le premier angle, c'est l'enjeu de disponibilité. La question que vous pouvez poser à votre client, déjà, c'est de faire un état des lieux des outils qu'il utilise. Sa boîte mail, son CRM, ses outils de comptabilité, ses outils RH. Voilà, il y a tout un tas d'outils qui sont utilisés au quotidien par l'entreprise. Et ensuite, lui poser la question de demain, si vous n'avez plus accès à ces outils, qu'est-ce qui se passe pour votre entreprise ? Et là, vous allez voir que vous ne parlez même pas de cybersécurité, vous posez simplement des questions et vous verrez que les réponses sont, dans la majorité des cas, la suivante, ça va être très compliqué et clairement, je ne sais même pas si je pourrais continuer à exercer mon activité. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors d'un ransomware, c'est vraiment tous ces outils qui ne fonctionnent plus. Le client n'a plus accès à ces outils-là et donc c'est vraiment très, très handicapant pour lui parce que l'activité aura du mal à avancer et le client devra très certainement revenir en mode papier-crayon. Donc vraiment une perte d'efficacité opérationnelle très importante pour le client. Et ensuite, deuxième angle, c'est l'enjeu de confidentialité.
demander au client quelles sont les données qu'il possède, que ce soit les données concernant ses collaborateurs, ses clients, ses fournisseurs. Il fait peut-être de la R&D, donc voilà, il y a peut-être des secrets, des secrets de fabrication. Voilà, donc voilà, poser cette question vraiment pour que le client puisse se rendre compte du volume de données qu'il va gérer. Et ensuite, enchaîner directement sur quelles seraient les conséquences d'une publication de ces données sur Internet en termes de confidentialité, quel serait l'impact en fait sur l'entreprise si ces données-là étaient publiées au grand jour sur Internet. Et donc là, il peut y avoir plusieurs impacts, un impact réputationnel, notamment un risque d'image, notamment, je pense aux activités du chiffre, je pense aux activités, tout ce qui est lié aux professions intellectuelles, tout ce qui est avocat. Voilà, les données sont très sensibles et la divulgation sur Internet pourrait remettre en cause l'efficacité et notamment la réputation de l'entreprise. Voilà sur quoi on vous propose d'accompagner le client et les questions à poser sur cette objection-là. On a aussi cette objection qui est « je suis trop petit pour être à risque, les pirates ne m'attaqueront pas ». Ce qu'on observe, c'est qu'en 2024, on n'a pas encore les chiffres 2025, mais la moitié des signalements d'incidents reçus par l'ANSSI proviennent de PME, ETI et collectivités locales. Pourquoi aujourd'hui ces structures-là sont la cible idéale des attaquants? Parce que clairement, elles manquent de moyens humains et financiers pour lutter contre le risque cyber, pour se doter de spécialistes, pour se doter d'outils performants. Voilà, c'est pas quelque chose. Les entreprises commencent à y venir, mais voilà, c'est pas la priorité. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette objection, aujourd'hui, elle repose sur une mauvaise compréhension du mode opératoire des attaquants. Il faut savoir que les attaquants ne ciblent pas forcément une entreprise en particulier, mais ils lancent leur filet à grande échelle, ils lancent des millions d'emails de phishing, de scans automatisés et des tentatives de connexion sur des milliers de systèmes simultanément. En fait, ils ne savent pas ce qu'ils vont attraper. Et généralement, ils arrivent à rentrer dans l'entreprise, vous le comprendrez, qui est la moins bien sécurisée. Et souvent, ce sont ces entreprises-là qui manquent de moyens. L'objectif des attaquants, c'est vraiment d'avoir un retour sur investissement le plus rapidement possible. Comme dans n'importe quel business, leur première motivation, en fait, c'est l'argent. Et leur calcul, en fait, il est assez simple. Pourquoi passer 6 mois à tenter de percer les défenses d'une entreprise, par exemple du CAC 40, alors qu'en parallèle, je peux aller rançonner 50 PME en 2 semaines. Donc, personne n'est à l'abri. Il n'y a pas d'entreprise trop petite pour être attaquée. Et ce que je voulais également rappeler, c'est que 80% aussi des attaques proviennent d'une exploitation d'une vulnérabilité humaine. Donc, c'est un mail de phishing qui est envoyé à un salarié. Le salarié clique sur le lien et ce qui va permettre, il va soumettre ses identifiants et ses mots de passe ou bien cliquer sur une pièce jointe vérolée. Et donc là, l'attaquant va rentrer dans le système informatique et va faire ce qu'il a à faire. Donc voilà, il n'y a pas de taille et les attaquants sont loin de cibler une entreprise en particulier, mais iront dans l'entreprise qui est la moins bien sécurisée. Nous avons une question dans le chat. L'offre Stoic est-elle adaptée à l'accompagnement des collectivités territoriales qui sont très ciblées par les hackers? Tout à fait. Nous en accompagnons un certain nombre déjà à différentes échelles, mais effectivement, l'offre est totalement adaptée pour ce type d'organisation. Une objection que vous pouvez également recevoir de manière assez récurrente, c'est « je fais confiance à mon prestataire informatique, c'est son métier ». Cette objection, finalement, est le fruit d'une mauvaise compréhension du rôle du prestataire informatique et de son accompagnement chez l'assuré.
un prestataire IT, finalement, si je prends une image, c'est un médecin généraliste. C'est quelqu'un qui va suivre l'assuré dans le paramétrage de ses outils et dans le suivi quotidien du système informatique. En revanche, en cas de maladie grave ou d'urgence, ce qu'il faut à l'assuré, c'est un spécialiste. Finalement, le rôle d'un prestataire IT, c'est effectivement la mise à disposition du matériel, s'assurer du bon fonctionnement, et c'est aussi le fait d'être l'interlocuteur au quotidien sur les sujets informatiques. Nous, notre équipe de réponse à incident, c'est totalement différent. Notre but, en fait, c'est d'identifier la menace et de la gérer. C'est une équipe finalement de pompiers de service. On va en fait empêcher la propagation de l'incident. On va se déployer très vite pour cela. Et notre but, c'est également de restaurer, in fine, les systèmes d'information de nos assurés. Donc finalement, on est sur un rôle totalement complémentaire vis-à-vis de ce que peut présenter un prestataire informatique au quotidien. Il y a des spécificités, des spécialités en cyber qui ne sont pas toujours couvertes par les prestataires IT. Et dans ces cas-là, effectivement, l'équipe de réponse à incident stoïque vient en complément de ce qui est déjà présent chez nos assurés. Notre but n'est pas du tout de challenger le prestataire, de le remplacer. C'est vraiment de venir en complément de ce qui se passe déjà. Dans les faits, nous travaillons très régulièrement avec des prestataires informatiques qui recommandent Stoic effectivement à leurs propres clients parce qu'ils savent que c'est un trou dans leur raquette, des compétences qu'ils n'ont pas en interne, et ils préfèrent en fait nous contacter, nous mettre en relation afin de ne pas être tenus pour responsables en cas de sinistre si jamais effectivement le client final venait à subir un incident cyber. On a une question, Thibaut, de Xavier qui nous dit qu'on peut avoir également cette objection concernant les services managés. Alors, je comprends. Effectivement, on retrouve parfois des clients finaux, donc pas encore des assurés, mais qui ont une première brique de protection et qui se demandent effectivement quelle serait la valeur ajoutée de prendre en fait des services managés alors que leur prestataire les suit déjà au quotidien. Ce que vous pouvez vérifier avec eux déjà, c'est est-ce que le prestataire travaille en 24/7 ? Effectivement, les attaquants sont des gens malins. Ils vont particulièrement cibler le timing de leur attaque. Un vendredi soir, une veille de vacances, pendant le mois d'août, les moments où finalement on est moins alerte et où une attaque en fait mettrait peut-être plus de temps à être détectée. Et donc ça, c'est un premier point, effectivement, cette disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 des services managés, ce qui est très souvent pas proposé par un prestataire. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question sur les services managés. Une autre objection que vous pouvez retrouver, c'est finalement mon infrastructure est dans le cloud, donc je n'ai aucun risque d'un point de vue cyber. Alors vous pouvez tout de suite commencer par revoir avec eux la définition de ces notions de cloud et de local. Effectivement, des sociétés qui aujourd'hui ont l'intégralité de leurs éléments en local, c'est de plus en plus rare. Elles ont toutes, à un moment ou à un autre, des licences cloud quelque part. Et finalement, ce cloud, même s'il n'est pas entre leurs mains, il représente tout de même un risque. Finalement, un attaquant peut toujours, par le biais d'une campagne de phishing ou alors par la compromission d'un actif exposé sur Internet, pénétrer un système cloud. Et dans ce cas, finalement, l'attaque, le résultat sera absolument le même pour l'assurer, que son infrastructure soit locale ou déportée. Aujourd'hui, chez Stoic, un grand nombre de nos assurés ont à minima une partie de leur système informatique dans le cloud, et ils ont quand même décidé de s'assurer contre les risques cyber. Finalement, ce qu'on se disait, la typologie des attaques peut être amenée à évoluer, mais le résultat final et la sévérité de l'attaque, elles, sont similaires. Comme je vous disais, avec un environnement cloud, notamment avec les grands prestataires que l'on connaît, on va tout simplement augmenter la surface d'exposition sur Internet. L'attaquant aura de plus en plus de
je veux dire, de facilité, de possibilité de compromettre l'environnement, et du coup, finalement, plus de portes d'accès potentielles pour venir mettre à mal le système informatique de notre assuré. Vous pouvez également retrouver des objections concernant le premier niveau de sécurisation déjà en place chez nos assurés. Notamment, j'ai déjà un antivirus, donc je n'ai pas besoin de m'assurer. Alors, un antivirus, c'est effectivement un prérequis à l'assurance TOIC. On reviendra peut-être dessus. On demande effectivement à l'intégralité de nos assurés de déployer ce type de technologie sur l'ensemble de leurs postes et serveurs de travail Windows, car finalement, c'est de la bonne hygiène informatique. C'est vraiment la base en termes de sécurisation. En revanche, un antivirus, sa mission, sa tâche, ça va être d'analyser des fichiers reçus pour vérifier qu'il n'y ait pas à l'intérieur des logiciels malveillants, typiquement des logiciels espions ou alors des rançongiciels potentiels. L'efficacité de l'antivirus, effectivement, va être limitée à l'analyse de ces fichiers ouverts. Ça représente finalement une part assez marginale dans la typologie des attaques et de ce que l'on peut détecter de manière plus globale, nous, stoïques, auprès de nos assurés. La plupart des attaques, la majorité, n'utilisent pas de virus. On va passer plutôt par une campagne de phishing pour avoir une porte d'accès directe dans le système informatique de notre assuré. Et puis également, on va beaucoup utiliser les failles humaines, ce fameux risque humain, avec plutôt de l'ingénierie sociale, comme je vous disais, se faire passer pour quelqu'un d'autre afin de réussir à soutirer in fine des informations, de la donnée, de l'argent, pouvoir se propager au sein du système d'information de l'assuré. Et ça, l'ensemble de ces attaques, elles ne peuvent pas être stoppées par un antivirus. Ce n'est pas le but de cette technologie. Donc, effectivement, dans ces cas-là, si vous recevez cette objection, n'hésitez pas effectivement à vérifier auprès de vos clients, des assurés potentiels, quelles sont les barrières qui ont été mises en plus d'un antivirus sur l'ensemble des autres typologies de menaces. Bon, excuse-moi, on a une question concernant les sauvegardes. Oui, alors concernant les sauvegardes, l'objection est souvent le doute sur le fait que les sauvegardes en cloud respectent bien les prérequis techniques. Alors, effectivement, chez Stoic, on demande à nos assureurs, comme je vous disais, la mise en place d'un antivirus et puis également le déploiement de sauvegardes sur l'ensemble des éléments critiques du système informatique de nos assurés. On demande des sauvegardes qui soient déconnectées ou immuables. Une sauvegarde déconnectée, c'est une sauvegarde finalement qui n'est pas en connexion constante avec le jeu de sauvegarde, enfin le jeu du système informatique principal. Finalement, un attaquant qui attaquerait ne pourrait pas rebondir sur le jeu de sauvegarde. Et des sauvegardes immuables, ce sont des sauvegardes finalement qu'on ne peut pas modifier, altérer, supprimer, même si on y accède. Donc, concernant le fait d'avoir des sauvegardes dans le cloud, ce qui est un cas assez classique que l'on rencontre au quotidien auprès de nos assurés, il faut bien vérifier derrière la sécurisation de ces dernières. Typiquement, certains assurés ont l'ensemble de leurs éléments stockés sur un drive. Dans certains cas, un attaquant peut, s'il réussit à pénétrer ce drive, prendre l'intégralité des informations, les placer dans la corbeille, aller dans la corbeille, la supprimer définitivement, et là, on ne pourra plus jamais restaurer les informations qui ont été perdues. Donc ça, c'est un risque extrêmement fort pour les assurés. D'ailleurs, même s'ils ne souhaitent pas s'assurer, je pense que la mise en place de bonnes sauvegardes est le b.a.-ba en termes d'hygiène informatique. Donc, n'hésitez pas à leur donner ce type de conseils. Et du coup, ce qu'il faudrait, dans ce cadre précis, c'est, en plus du drive principal, mettre en place des sauvegardes. Alors, que ce soit déconnecté, ce qu'on appelait sur bande à l'époque, donc sur un disque dur en local, ou alors un deuxième jeu de sauvegarde cloud, cette fois-ci en appliquant cette immuabilité. Et ainsi, on aurait la certitude de ne pas perdre les données en cas de compromission par un attaquant.
On y reviendra tout à l'heure sur les experts, hein, mais clairement, les experts peuvent vous aider et lors des entretiens qu'ils ont à répondre à ces objections aussi aux clients. Donc, voilà, ça fait partie aussi de leur mission. Alors, on a une autre question en parallèle. L'offre Stoic peut-elle être commercialisée auprès des SCI, des particuliers? Alors ça, Marine, je ne sais pas si tu as l'information. Oui, mais il y a peu d'intérêt, peu de risque pour ces clients-là. Très bien. Alors, justement, une objection, on en parlait à l'instant sur les sauvegardes. Donc, je fais déjà des sauvegardes, donc pourquoi m'assurer? Ce qu'il faut distinguer ici, finalement, c'est ce qu'il se passe en cas d'attaque et les deux moments clés. Le premier, ça va être la gestion de l'incident, la gestion de l'attaque, réussir finalement à détecter l'attaquant, le limiter, le faire sortir, potentiellement négocier avec lui. Et puis la réparation et la remise en état du système informatique une fois l'attaque maîtrisée. Pourquoi c'est important? Parce que finalement, imaginez, dans le cadre d'une attaque, un jeu de sauvegarde qu'on appelait déconnecté, hein, qui n'est pas compromis. Si finalement on n'a qu'à moitié géré l'attaquant, on pensait le faire sortir mais pas totalement, ou alors sans corriger les failles, donc on recharge le jeu de sauvegarde dans le nouveau entre guillemets, système informatique. Et si l'attaquant est toujours là, ou s'il a toujours accès d'une manière ou d'une autre, en fait, très rapidement, il sera en mesure de compromettre à nouveau le système informatique de votre client. Et du coup, finalement, les sauvegardes n'auraient servi à rien. Elles auraient juste permis de relancer l'activité, mais sans gestion de l'incident, sans gestion de la crise, sans remédiation. Finalement, ça aurait été juste une petite pause dans l'incident et celui-ci ne fera que reprendre. Finalement, comme on se disait, hein, les sauvegardes, c'est de la bonne hygiène informatique. Et le fait de se demander, j'ai déjà des sauvegardes, pourquoi m'assurer, reviendrait presque à se demander, en fait, pourquoi souscrire à une assurance automobile alors que j'ai mon permis de conduire. Bon, effectivement, le permis de conduire vous donne l'autorisation de conduire. Ce n'est pas pour autant que les risques sont totalement mitigés. Et sur la gestion des sauvegardes, c'est exactement la même chose. Certes, ces sauvegardes permettraient de relancer l'activité si effectivement le système informatique est totalement sécurisé et reconstruit. Ce n'est pas pour autant que le fait d'avoir des sauvegardes empêche totalement la compromission et du coup l'ensemble des autres garanties que Marine vous avait parlé, notamment en termes de perte d'exploitation. Le fait d'avoir des bonnes sauvegardes n'empêche pas, par exemple, la perte du système informatique pendant quelques jours et donc les pertes inhérentes. On a une question, Thibaut. Les clients ayant une sauvegarde cloud peuvent-ils souscrire sous réserve des vérifications de sécurisation, Drive plus sauvegarde déconnectée? Alors, on pourra vous envoyer suite à cela en fait un lien vers notre article de blog Stoic sur la mise en place des sauvegardes que l'on reconnaît comme pouvant être validées d'un point de vue assurantiel. Vous aurez effectivement dedans la description des différentes sauvegardes cloud qui sont acceptées. Et certaines, effectivement, peuvent totalement rentrer dans ce que vous dites, c'est-à-dire sans la réserve de vérification de la sécurisation. Très bien. Alors, une objection que vous pouvez retrouver également, c'est sur le fait finalement de ne pas avoir de nom de domaine. On a régulièrement des assurés qui finalement n'ont qu'un site internet vitrine avec quelques informations de contact et pour présenter leur activité. Ce n'est pas un site, je vais dire, marchand ou autre. Mais finalement, cet actif qui serait exposé sur Internet, ce nom de domaine, ce site vitrine, finalement, quand on compare avec l'intégralité des sinistres constatés auprès de notre portefeuille Stoic, c'est qu'en fait, uniquement 20% des failles, enfin des sinistres, résultent suite en fait à l'exploitation d'une faille technique, principalement sur Internet dans ces cas-là. Et en fait, dans 80% des cas, les intrusions passent plutôt par du phishing, donc de l'hameçonnage. Et en ce sens, finalement, le fait de n'avoir
qu'un nom de domaine, qu'un site vitrine, ou alors même parfois de ne même pas en avoir, finalement, ça vous protège pour peut-être 20% au maximum de l'exposition, mais les 80% restants, la plus grosse part du gâteau, elle, est toujours à risque. Et du coup, ça peut toujours être pertinent de s'assurer pour lutter contre ces risques, j'allais dire résiduels, mais plutôt principaux. Alors, effectivement, comme on vous le présentait un petit peu plus tôt avec Marine, parmi les outils stoïques, il y a un scan de vulnérabilité. Et en fait, avant la souscription, on demande systématiquement un score minimal de 60 sur 100 pour pouvoir souscrire. Régulièrement, hein, on a des assurés qui obtiennent un score parfait de 100 sur 100 au scan et qui, du coup, peuvent penser qu'en fait, ils n'ont pas besoin de s'assurer étant donné que leur environnement est parfaitement sécurisé. Ce qu'il faut bien avoir en tête, donc ça, c'est un peu un faux ami, cette pensée, parce que, en fait, le score de scan ne permet pas en fait, de déterminer avec certitude que la bonne hygiène informatique est en place au sein de la personne qui a été testée. C'est uniquement un test sur les environnements externes. Et donc, en ce sens, en fait, il y a d'autres sujets à traiter et à vérifier afin de vérifier le bon niveau d'hygiène informatique de l'entreprise. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est qu'en fait, ce score de scan, comme on se le disait, le scan tourne automatiquement tous les 7 jours. En fait, il y a constamment des nouvelles méthodes d'attaque de la part des attaquants. Ce qui permet en fait finalement pour eux d'utiliser de nouvelles méthodes, de nouveaux passages. Et finalement, ce score qui est à 100 sur 100 aujourd'hui, peut-être que dans 2 semaines, il ne sera plus qu'à 88, voire même plus bas, car ça dépend aussi forcément du travail qui est effectué au quotidien par l'assuré potentiel et par ses équipes sur leur environnement informatique. En ce sens, on peut oublier de mettre à jour un élément ou alors faire une modification sur le système informatique qui viendrait générer une faille. Et finalement, le score de 100 sur 100 à date ne permet pas de valider en fait avec certitude qu'il n'y aura jamais d'attaque sur l'environnement. Et puis également, les éléments internes à l'entreprise, eux, ne sont pas remontés dans cette note. Donc effectivement, comme on se disait, les bons réflexes d'un point de vue de ne pas se faire compromettre sur du phishing ou autre, tous ces éléments ne sont pas pris en compte dans le score. Une autre, pour avoir pas mal échangé avec vous sur ce fameux scan, hein, sur lequel il faut avoir à minima 60 sur 100 pour être éligible, moi, ce que je conseille à mes courtiers, c'est de ne pas le présenter en première intention. Si le client a plus de 60 sur 100, ce n'est pas la peine parce que ça va effectivement vous amener les objections dont on vient de parler. Mais par contre, plutôt le vendre et dire, voilà, cet outil va tourner toutes les semaines une fois que vous aurez souscrit au contrat d'assurance et on va détecter les vulnérabilités. Nos équipes de réponse aux incidents pourront vous informer et vous demander de corriger les vulnérabilités critiques. Bien sûr, si le score est inférieur à 60 sur 100, là, il y a une vulnérabilité critique à corriger et auquel cas, il faut en parler au client et utiliser et abuser de nos experts pour aider votre client à corriger la vulnérabilité. Mais en première intention, vraiment, lorsque le scan est supérieur à 60 sur 100, en souscription, moi, je conseille de ne pas en parler. Très bien. Et puis, le dernier point, c'est sur le rappel des prérequis. Effectivement, on en a parlé durant cet échange. Ce que l'on va demander en fait à nos assurés de mettre en place avant la souscription, c'est effectivement les sauvegardes robustes, des sauvegardes déconnectées ou immuables qui permettent finalement de comprendre la résilience de l'organisation en cas d'attaque. Également, la mise en place d'antivirus à minima sur l'ensemble des postes et serveurs de travail Windows de l'organisation. Un résultat du scan supérieur à 60 sur 100, comme on vient d'en parler. Et puis,
Donc, en fonction après de la taille de l'organisation, de son secteur d'activité ou des risques potentiels que l'on peut identifier chez eux, on pourra demander des prérequis supplémentaires, la mise en place de l'authentification à double facteur sur les connexions via le VPN, donc en cas d'accès à distance, et puis ce MFA, cette authentification à double facteur sur l'accès à la messagerie de l'assuré. On a parlé, on arrive à la fin des objections qu'on a relevées chez Stoic, que nos équipes rencontrent au quotidien. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous poser les questions. Moi, je voulais revenir sur un service vraiment qu'on vous propose, qu'on met à votre disposition, qui est vraiment important, primordial si vous souhaitez vendre du cyber ou accompagner vos clients sur le risque cyber. Ce sont vraiment les experts Stoic. Ces experts, lorsque vous êtes sur la plateforme, lorsque vous avez saisi votre devis, vous pouvez, à droite, en dessous de la tarification, prendre un rendez-vous avec ces experts-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire lors du rendez-vous? Thibaut en fait partie, mais je pense que voilà, il est voilà, trop précautionneux et qui ne vous dira pas la vérité. Mais ce qui se passe, c'est que lorsque vous nous confiez vos clients, lorsqu'on parle à vos clients, on a un taux de transformation de plus de 50% sur ces rendez-vous experts. C'est très important. Ils ont une double casquette, ces experts. Ils ont une casquette, bien sûr, technique, mais aussi commerciale. Ce qu'ils vont faire pendant ce call de 45 minutes, je le précise, c'est un call qui est offert. Ils vont présenter l'offre Stoic, sensibiliser les clients au risque cyber, appuyer un petit peu là où ça fait mal, hein, pour leur faire prendre conscience du risque pour leur entreprise. Ils vont établir un diagnostic, ils vont pouvoir venir, si jamais on détecte des vulnérabilités critiques, venir aider le client à les corriger et en fait répondre aux objections dont on vient de se parler. Donc, moi, j'ai pour habitude de dire semer la graine chez vos clients, sensibiliser vos clients sur le risque cyber et ensuite vraiment confier l'entretien à un de nos experts. Bien sûr, vous êtes à chaque fois invité et on vous encourage à participer à ces rendez-vous puisque vous allez d'une part monter en compétences, mais vous allez voir à quel point les experts sont techniques et sont bons dans ce métier-là. Voilà, les chiffres le montrent. On a des taux de transformation de plus de 50%. Donc, usez et abusez de cet accompagnement qui vous est offert. Et vraiment, les retours qu'on a sont extrêmement bons. Les clients sont très satisfaits et se disent, pour une fois, on a quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui s'intéresse à notre entreprise. Et c'est vraiment gagnant-gagnant. Et sur tout ce qui est technique, des prérequis, des conditions de garantie, les experts l'élèvent en direct avec le client. N'hésitez pas à inviter, soit ils ont quelqu'un en interne qui gère l'informatique et bien sûr, ils sont invités. Mais si jamais ce sont des prestataires, voilà, encore une fois, on ne joue pas contre les prestataires, mais avec eux. Invitez-les sur ces calls parce que généralement, ils apprécient et comprennent vraiment la proposition de valeur et la plus-value que peut apporter Stoic. Donc, sur ces calls, on invite le décisionnaire assurance, mais aussi la personne qui gère toute la partie technique. Voilà ce que j'avais à vous dire parce que c'est vraiment un élément qui peut vous aider dans l'équipement de vos clients et de vos prospects sur l'assurance cyber. Une dernière question sur le fait d'avoir la présentation de révisibilité webinaire. Il sera posté dans quelques minutes sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez retrouver l'ensemble des informations ici. Il y a une dernière question, je me permets de la prendre. Est-ce que pour un client exportateur, le CA réalisé
Aux US, c'est toujours de 20% max. Non, on a déplafonné ce pourcentage. Donc, voilà, sentez-vous libre et présentez-nous vos clients, même si le chiffre d'affaires est supérieur. Alors, c'était 30%, mais là, maintenant, il n'y a plus de limite. Donc, présentez-nous vos clients avec grand plaisir. Ben, écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire. Je regarde s'il y a d'autres questions. Non, écoutez, je pense qu'on est bon. Vous aurez la présentation. J'aime bien, pour terminer, alors, ce n'est pas une réponse, mais Eric qui nous dit que finalement, la question à poser, c'est si demain matin, votre SI est chiffré inaccessible, combien de jours d'arrêt pouvez-vous absorber sans mettre l'entreprise en danger? Effectivement, c'est bien l'argument de fond à garder vraiment en tête parce que c'est la vraie question à poser à l'entreprise. On a beau avoir tous les systèmes de protection, mais si demain, investir en cybersécurité, mais si demain, l'entreprise n'existe plus, malheureusement, tout ça n'aura servi à rien. Ben, écoutez, on arrive, comme on disait, à la fin de ce webinaire. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. J'espère que les réponses qu'on vous a apportées sont claires et que vous y voyez un petit peu plus clair. On vous souhaite à tous une belle journée et à très bientôt. N'hésitez pas à solliciter vos représentants, vos responsables en région. On est tous là pour vous aider. Très bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir.